Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Ce matin, j'ai vu une coccinelle sur ma voiture et je me suis dit que ce serait une belle journée et que ça me porterait chance. Pourquoi ? Parce que la coccinelle, la bête à bon Dieu, est symbole de chance et de bonheur, alors qu'on pourrait appeler ça des croyances, des superstitions, etc. Quel est le rapport avec l'épisode aujourd'hui ? Eh bien, nous allons parler de biais cognitifs et de stéréotypes qui nous forcent à agir de telle ou telle façon, que ce soit en entreprise ou bien en tant que consommateur. Mais comment lutter contre ces stéréotypes imposés par notre cerveau et ainsi favoriser la diversité et l'inclusion en entreprise ? Eh bien, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Marion Ferlin sur la sensibilisation des équipes à la RSE, eh bien, suite à un webinaire organisé, Marion conseillait de visionner une conférence YouTube sur les biais cognitifs. J'ai trouvé le conférencier tellement juste dans son discours que j'ai osé le contacter sur LinkedIn. Il a accepté et donc il est en face de moi aujourd'hui. Ça, c'est pas de la chance, un peu. Alors, bonjour Patrick. Bonjour Diane. Alors, Patrick Charniski, vous êtes docteur en psychologie sociale, expert de la diversité et de l'inclusion. Vous avez été 15 ans maître de conférences des universités et 10 ans professeur affilié à l'ESCP Europe sur les thématiques de psychologie et de management. Vos travaux de recherche portent sur l'inclusion, le management intelligent des diversités et l'impact des stéréotypes sur les interactions sociales et professionnelles. Désormais directeur associé du cabinet Alternego, vous accompagnez les entreprises sur tous ces sujets, conseils, formations, conférences, du coup, parmi celles qui ont eu la chance d'être postées sur YouTube. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, Les pièges de la discrimination, tous acteurs, tous victimes, en 2006, Les stéréotypes en entreprise, les comprendre pour mieux les apprivoiser, en 2015, Les paradoxes de la coopération, comment rendre le collectif vraiment intelligent, vaste question, 2018, et Être soi en entreprise, estime, confiance, engagement, reconnaissance, ça c'est le dernier, en 2021. On aura l'occasion aussi d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter sur votre parcours, sur qui est Patrick ? Non, ça me va bien. C'est pas mon pot de départ en retraite, donc ça me va bien. Donc il y a encore de la marge. Ça me va. Parfait. Alors, si on commence direct dans le dur, quelle est la définition d'un stéréotype ou des stéréotypes, et notamment en entreprise ? Alors, la définition la plus minimaliste qu'on puisse donner d'un stéréotype, c'est une image figée à propos des membres d'un groupe social. Voilà, c'est la définition la plus basique, c'est-à-dire que ça ne préjuge pas si c'est négatif ou positif, ça ne délimite pas le périmètre du groupe social dont on parle. Groupe social, c'est un ensemble de personnes qui partagent un point commun. Donc les collectionneurs de timbres, c'est un groupe social, les péruviens, c'est un groupe social, les RH, c'est un groupe social. Et donc à partir du moment où un groupe existe, on va, j'imagine, l'expliquer, mais votre cerveau ne peut pas ne pas avoir de stéréotypes. Voilà. Donc ça veut dire que ça va se traduire par une vision raccourcie, simplifiée, caricaturée. Les collectionneurs de timbres sont ennuyeux, introvertis et plutôt âgés. Voilà. Ça, c'est un stéréotype. Alors que c'est pas tout à fait, ça peut l'être, mais comme ça ne peut ne pas l'être. Oui, pour beaucoup de stéréotypes, il y a quand même un ancrage statistique ou socioculturel. Si on fait la moyenne d'âge des collectionneurs de timbres, elle est probablement supérieure à celle des youtubeurs. Mais ça, c'est une évidence. Mais ça ne veut pas dire, même si c'est vrai statistiquement, ça ne veut pas dire que tous les collectionneurs de timbres sont vieux et que tous les vieux collectionnent les timbres. Non, ça c'est certain. Et après, on en fait aussi des parallèles côté marketing avec qui on met dans quelle case sur nos cibles, notre audience que l'on vise, les clients, les prospects. Le marketing n'est pas là pour éduquer, il est là pour faire vendre et pour que le message atteigne le cerveau le plus rapidement possible et qu'il y ait des phénomènes de rétention et d'ancrage
de mémoire le plus fort. Donc oui, bien sûr, la publicité, c'est un outil, c'est le bras armé de la publicité en ce qui concerne la transmission de la culture. Quand vous allez voir un film comme Intouchable, Intouchable, ça dure 1h40, et si vous regardez Intouchable, dans les 5 premières minutes, on vous plante 2 stéréotypes en béton armé. Vous avez le tétraplégique malheureux, et vous avez le noir de banlieue qui vole l'œuf de Fabergé. Bon, voilà. Sauf que le film, il a 1h40 pour vous démontrer que vous avez tort. Parce qu'en fait, c'est ça la philosophie du film, c'est qu'à la fin, vous apprenez qu'on peut être tétraplégique et avoir un orgasme avec son oreille, et que vous pouvez être noir dans une banlieue, mais finalement être gentil et ramener l'œuf de Fabergé. Donc le film, le cinéma, la littérature peuvent avoir des vertus éducatives. Mais si je veux vendre un produit avec un message qui dure 15 secondes, il vaut mieux que je frappe le système donc dans son cœur on le plus est vite à possible. fond dans les stéréotypes du coup que l'on voit tout le temps Ouais, à la télé, à la radio, qu'on entend et qu'on utilise nous en tant que communicants, marketeurs, peut-être sans le savoir ou en tout cas En fait, il y a 2 stratégies. C'est sans que faire vous êtes attention. pile poil dans le stéréotype parce que vous savez que c'est ça qu'on va stocker très vite. Soit vous jouez le contre-emploi absolu. C'est-à-dire vous êtes chez Cofidis et vous faites une pub en disant préjugé numéro 16, les vieux sons. Et là, vous jouez précisément sur le contre-stéréotype parce qu'en prenant le contre-pied, vous savez que l'ancrage en mémoire va être quasiment aussi fort. Mais C'est vrai. Et c'est des pubs d'ailleurs qui marquent un peu parce qu'elles sont différentes des autres, Qui de toutes marquent, celles mais- qu'on a l'habitude de voir. qui marquent, mais qui ne fonctionnent que si c'est incarné, quoi. Mais ça, j'imagine qu'on va en reparler. Ok. L'incarnation du message dans le marketing. Alors, où est-ce qu'on en parle maintenant? Comme vous voulez. Eh ben, allons-y. Moi, je travaille pas directement. Alors, j'ai gardé une petite charge de cours à l'école Estienne, dans les étudiants qui sont en DSA, en diplôme supérieur d'art appliqué. Ils ont un mémoire de fin d'année de communication à faire autour d'un produit ou autour d'un projet. Donc, on leur apprend à faire de la communication inclusive. C'est-à-dire à faire en sorte que quand je vends un produit, aujourd'hui, l'enjeu que je trouve passionnant, c'est comment je réussis cet équilibre entre dire ce produit, c'est le must-have, qui que vous soyez, vous devez l'acheter, mais dans le même temps, faire croire à chacun qu'il est le seul à l'acheter. En fait, c'est ça l'équation du marketing inclusif. Voilà. C'est ce que Renault a réussi avec la Twingo en 92, c'est ce que on a réussi avec l'iPhone, c'est-à-dire que tout le monde a le même téléphone, mais chacun est persuadé d'être le seul à en avoir un parce qu'il a tout personnalisé. Voilà. Donc pour que ça marche, ça c'est plutôt l'aspect marketing. Moi, quand je parle de messages incarnés, mes clients c'est plutôt des entreprises et c'est plutôt de dire ok, vous voulez faire bouger les lignes, envoyer des messages inclusifs et dire que vous êtes une entreprise inclusive, quel que soit ce que vous dites. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous fassiez ce que vous dites. Voilà, c'est tout. Oui, c'est toute une question à chaque fois d'action et de preuve avant de pouvoir le communiquer. Ça sert à rien de communiquer si c'est faux en interne. Oui, c'est un sujet qui est tellement polémique et qui est tellement traversé par des convictions personnelles, par l'histoire de vie, la religion, la culture, l'âge, que si vous n'apportez pas des preuves, vous êtes dans du déclaratif, vous êtes dans de l'intention, et on fait pas confiance sur de l'intention, on fait confiance sur des preuves. Si vous dites les femmes ont autant de valeur que les hommes en entreprise, mais que dans le même temps tout le monde sait qu'elles sont payées 15% de moins, votre message c'est de la flûte à bec. Voilà. Et c'est contre-productif. Et là, il y a encore du boulot. Oui, bien sûr, mais c'est même contre-productif parce qu'on se dit que quoi qu'on dise après, ça sera toujours une forme de diversity washing parce qu'on sait que c'est un sujet à la mode et que un DG peut pas ne pas prendre la parole sur le sujet, quoi. Alors, il y a l'index égalité hommes-femmes pour toutes les entreprises qui sont de plus de 50 collaborateurs qui est obligatoire et qui permet justement peut-être de faire prendre conscience à certains dirigeants ou certains managers qu'il y a des choses à faire bouger. Donc ça progresse un peu ou pas? Alors ça progresse, mais cet index, il a eu uniquement la vertu d'obliger en quelque sorte les entreprises à faire le point. Parce qu'en réalité, son score, il a été calibré de sorte que tout le monde est premier de l'Atlas. Enfin, je veux dire, vous êtes sur un indice à 100, mais en réalité, la moyenne, elle est à presque 88 sur 100. Vous êtes pénalisé si vous êtes en dessous de 75. Donc, il vous arrive rien si vous êtes entre 75 et 88, et la moyenne, c'est 88, et j'ai des clients qui sont à 100 sur 100. Ce qui n'a pas de sens. Aucune entreprise au monde ne peut être à 100 sur 100 là-dessus. Personne ne peut prétendre être sur une équité absolue et parfaite entre les femmes et les hommes. J'ai un client, il est pas loin, 99 sur 100. Oui, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Il aurait fallu calibrer cet index. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez 2 statisticiens dans une salle pendant 1 heure et ils savent vous dire quel calibrage il faut faire pour qu'on ait une médiane qui correspond à la majorité des boîtes. Et on serait peut-être pas arrivé à une moyenne à 88, mais une moyenne à 75 et pénalisé à 60. Ce qui est pas la même chose, d'accord?
Néanmoins, cet indicateur, au-delà de son calibrage, il a une vertu considérable, c'est que beaucoup de mes clients se sont mis à faire des calculs parce qu'ils étaient obligés de le faire à cause de cet indice et ont découvert des choses qu'ils ne suspectaient pas grâce simplement à la démarche. Et même si leur score était bon, au moins, ils ont fait une photographie et ils ont déclenché des actions. Donc il y a eu quand même une vertu très positive. Heureusement. Mais oui. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes ou quels sont les stéréotypes qui amènent cette discrimination ou ces discriminations en entreprise? Alors d'abord, il faut bien comprendre que si un stéréotype ne mène pas toujours de la discrimination, heureusement, il peut pas y avoir de discrimination sans stéréotype. Donc c'est ça qui devient intéressant, c'est que pour lutter contre les discriminations d'entreprise, il y a 2 leviers, soit je sanctionne, soit je préviens. Bon, donc je peux sanctionner et il faut sanctionner les actes de discrimination, y compris quand il s'agit d'actes entre guillemets ordinaires, le sexisme ordinaire, le racisme ordinaire ou l'agisme ordinaire. Mais l'autre façon de travailler, c'est de travailler à la source. Et de dire, si je veux pas de discrimination, il faut couper la source à l'origine. Et couper la source à l'origine, c'est lutter contre l'usage abusif des stéréotypes. Donc ça c'est important parce que c'est un peu le virage que les entreprises ont pris il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on a commencé par nettoyer les process RH, c'est-à-dire comment on recrute, comment on promeut, comment on fait toutes sortes de mesures. Et puis là, les boîtes se sont dit, en fait, on a fait plein de choses, mais ça progresse pas autant qu'on aurait imaginé. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas travaillé la source. Vous continuez à laisser se déverser des stéréotypes qui, de façon implicite, dans les blagues à la machine à café, dans la façon dont on lit un CV, continuent à irriguer les pratiques au quotidien. Voilà. Donc, il faut travailler l'origine et à partir du moment où vous travaillez l'origine, c'est-à-dire vous travaillez sur la mécanique cognitive qui est en amont de l'expression des stéréotypes, l'énorme intérêt, c'est que vous travaillez sur tous les stéréotypes à la fois. Donc c'est ça la richesse de ce thème, c'est que ça vous permet de travailler sur l'image que j'ai de tous les groupes en même temps, puisqu'en fait, on va pas travailler le contenu, on va travailler l'application du stéréotype dans une situation donnée. Parce qu'en entreprise, pour répondre à votre question après cette longue parabole, les stéréotypes concernent tous les groupes sociaux. Et on peut identifier 2 grandes familles. Il y a la famille des groupes socio-démographiques, le genre, l'âge, le handicap, l'origine ethnique, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, etc. Et puis l'autre partie qui sont les stéréotypes dits professionnels et qui sont au moins aussi impactants que les autres. Les RH, les juristes, les statisticiens, les dirigeants, les secrétaires. Et en fait, il n'y a pas un seul métier dans notre cerveau qui échappe à nos stéréotypes. Et de façon hyper intéressante, quand nous on fait des baromètres où on demande aux salariés de façon très ouverte quels sont selon vous les groupes les plus souvent victimes de stéréotypes dans l'entreprise, ils ont tendance à évoquer d'abord les groupes professionnels, c'est dire à quel point ils sont impactants et à quel point ils peuvent ronger la qualité des relations entre collègues. Et c'est souvent l'informatique en tout cas dans des structures qui sont plus importantes, c'est souvent l'informatique qui est pointée du doigt parce que il y a le matériel qui fonctionne pas ou des choses comme ça. Alors franchement, tout le monde prend cher. Pas sur le même thème, mais alors tous les métiers support prennent cher de la part des opérationnels. Les RH servent à rien. Moi j'aime bien ce que j'ai entendu il y a pas longtemps. Les RH dépensent l'argent que moi je gagne. Non donc tous les métiers support, le market, la com, tous ces gens-là. On l'a toujours entre le marketing et le commerce. Pour ceux qui sont sur le terrain, le marketing, ils inventent des trucs qui servent à rien. Voilà. Et en même temps, pour nous marketeurs, du coup, ils appliquent pas ce qu'on Voilà, mais tous les métiers support prennent cher en mode vous servez pas à grand-chose, pour faire simple. Et de l'autre côté, et on goûte. De l'autre côté, les opérationnels prennent aussi cher de la part des autres, en mode vous êtes des tueurs, il y a que le chiffre qui vous intéresse, vous êtes inhumain, vous pilotez que par les chiffres, etc., etc. Bon, voilà. De toute façon, la mécanique à l'origine, c'est une mécanique de défense de soi, en fait. C'est je rejette ce qui n'est pas moi parce que du coup, ça revalorise ce qui est moi. Et quand je me lève le matin, j'ai besoin de passer une bonne journée et me persuader que j'appartiens au groupe qui est le meilleur. Ça me fait passer une meilleure journée que le sentiment d'être dans un groupe de losers. Donc la mécanique à l'origine, elle est même pas c'est une histoire de voir toujours le verre à moitié plein ou vide, d'être optimiste naturellement, ça aide ou rien? Alors, c'est même pas trop ça, c'est vraiment une question de bien-être. C'est-à-dire que si vous acceptez l'idée, si on prend une définition purement psychiatrique, que le fait d'être normal, c'est de faire en sorte d'aller bien, basiquement. Si vous choisissez vos vêtements le matin en vous disant qu'est-ce que je pourrais mettre pour être très inconfortable et être bien moche,
vous allez pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, si on admet d'un point de vue minimaliste que le bien-être, c'est faire des choses pour aller bien, une façon d'aller bien, c'est d'avoir une image de soi à minima satisfaisante. Et comment je fais pour savoir que je suis quelqu'un de bien? J'ai pas tellement d'autres moyens que de me comparer aux autres. Enfin, personne ne sait s'il est grand ou petit, s'il s'est pas benchmarké avec la taille moyenne des gens autour. Bon. Donc, ça veut dire que là, on commence à engager un truc de comparaison. Et la comparaison, elle peut se faire à travers les groupes. Nous, les Français, on bouffe mieux que eux, les Anglais. Et donc, une façon d'aller bien, c'est de penser que... C'est quand même vrai, ça aussi. Une façon d'aller bien passe par le fait de penser que nous, les Français, on est merveilleux. Mais nous, les Français, on est merveilleux, ne peut s'évaluer qu'en s'auto-persuadant que les autres sont pires que nous. Donc, vous voyez bien qu'à l'origine des stéréotypes, il y a souvent une volonté bien naturelle d'aller bien. Et c'est ça qu'il faut. Oui, ou alors le côté critique le français se plaint tout le temps, et là, avec les JO qui arrivent, est-ce que le français qui va accueillir le touriste étranger sera suffisamment ouvert, sympathique, non ronchonnant? Ah non, il y a aucune chance. Là, on est déjà à la base pas accueillant, donc pourquoi on le serait alors qu'on va subir, pour beaucoup d'entre nous, un impact négatif sur les transports, les tarifs ou que sais-je. Là, on le voit dans la com qui paraît en ce moment, en tout cas sur les JO, c'est globalement, si vous pouvez faire du télétravail, c'est mieux. Si vous pouvez éviter de prendre les transports, c'est mieux. Si vous pouvez éviter d'être en région parisienne, c'est encore mieux. On habite là. Il y a une anticipation de désagrément. Donc exactement, alors qu'on pourrait le tourner d'une façon plus positive. Donc absolument. là, c'est un peu moins bien. Bon, on dévie un peu. Et alors, tous les stéréotypes, on parle un peu de ce côté bien-être et autres, mais c'est aussi très lié au fonctionnement de notre cerveau. Et du coup, là-dessus, parce que moi, j'ai écouté du coup cette partie-là dans la conférence, mais j'aimerais bien en faire profiter les auditeurs. Ouais. Comment fonctionne notre cerveau sur ces deux systèmes En fait, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a un emboîtement de deux besoins. Et le besoin affectif, on vient d'en parler. J'ai besoin d'aller bien. Et puis, il y a un autre besoin qui est très cognitif, qui est un besoin de simplicité. Voilà. Notre cerveau, il est à la fois merveilleux et à la fois a des compétences très, très limitées. C'est-à-dire qu'il peut pas, à un instant T, traiter la réalité dans son exhaustivité et sa complexité. Donc, il est obligé de simplifier. Donc, il a effectivement deux modalités de fonctionnement. Donc, c'est une théorie éprouvée par un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est mort d'ailleurs la semaine dernière. C'est quelqu'un qui a fait 30 ans d'expérience en laboratoire. Moi, quand j'étais étudiant, je lisais ses textes, ses études en laboratoire, et qui a eu la bonne idée un jour de sortir ses travaux et qui a été prix Nobel d'économie en 2012. Donc Kahneman met 30 ans à démontrer un truc assez simple. Il dit voilà, notre cerveau a deux modalités de fonctionnement, ce qu'il appelle les systèmes 1 et 2, qui est le titre de son livre. Le système 2, c'est la pensée rationnelle, ce dont on est tous capables, c'est-à-dire on réfléchit. Réfléchir, au sens de Kahneman, c'est analyser la réalité dans sa complexité, construire un algorithme assez sophistiqué dans le cerveau qui consiste à donner des pondérations à chacun des facteurs et à prendre une décision. C'est typiquement ce qu'on ferait si on doit acheter une maison qui nous surendette sur 30 ans. Voilà. Ou un changement de job. Voilà, on va prendre notre temps, on va réfléchir, on va comparer, on va faire rentrer plein de paramètres, le prix de la maison évidemment, la distance avec les transports en commun, la qualité des écoles, la couleur du parquet. Enfin, vous voyez, on peut faire rentrer des dizaines de variables avec des pondérations différentes. Et à l'arrivée, on réfléchit, on prend son temps, on achète ou pas. On limite pas l'erreur à 100%, mais enfin, on réduit le risque d'erreur. Ça, c'est notre système 2, piloté par un besoin d'exactitude. Le problème, c'est que ce système 2 nous coûte très cher, parce qu'il nous coûte cher en motivation, il s'active pas tout seul, c'est nous qui devons aller le chercher. Il nous coûte cher en temps, réfléchir, ça prend du temps, et il nous coûte cher en énergie. Être intelligent, c'est fatigant. Et c'est tellement fatigant que Kahneman nous fait la démonstration que sur une journée de travail, quand vous mettez bout à bout tous les moments où vous réfléchissez, on tourne autour d'une heure et demie. Pas d'un coup, par petits morceaux. Bon, donc Kahneman nous dit c'est pas possible, on peut pas être rationnel toute la journée. Et puis, sur le plan émotionnel, si on était rationnel toute la journée, on n'irait pas bien. Parce que ça veut dire que chaque acte de déviance serait synonyme de mal-être. Imaginez que le fumeur, à 20 clopes par jour, à chaque fois qu'il allume une clope, il se dit je vais mourir. Il peut pas aller bien, c'est pas possible. Bon. Donc, heureusement, on a un autre système de pensée, le système 1, qui est un cerveau qui fonctionne complètement dans l'autre sens. Aucune motivation, il s'active tout seul, il va très vite, ultra vite, et il coûte rien en énergie. Génial. Donc ça veut dire qu'en toutes circonstances, je suis capable de produire une réponse, de donner mon avis, d'avoir un comportement adapté, sans y réfléchir.
Et ça, c'est absolument génial parce que, évidemment, que là, c'est un peu open bar. Hein. Je peux m'en servir autant que je veux. À n'importe quel moment du jour ou de la nuit, on me pose une question, je peux donner un avis. Bon, ou je peux avoir une réaction. Le problème, c'est que ce système-là, il n'est pas guidé par l'exactitude, puisqu'il est automatique, il est guidé par le bien-être et par la simplicité. Et donc, c'est cette simplicité qui va nous imposer sa loi. Si je rencontre une personne âgée, très âgée dans la rue, je vais lui parler fort, sans m'en rendre compte. Je me suis même pas rendu compte que j'avais augmenté le volume et réduit le débit. Et là, évidemment, je tombe sur quelqu'un qui me dit, mais pourquoi vous me parlez fort ? Voilà. Et là, on a l'air bête parce qu'on vient de se rendre compte qu'on a été piégé par son stéréotype. Donc on repart un peu penaud et lui il repart avec une enclume sur les épaules en mode ça y est, quand on me voit, on se dit que je suis vieux. Donc il faut comprendre que chacun d'entre nous est doté des deux systèmes et que toute la journée, d'une minute à l'autre, on peut passer d'un système à l'autre. Voilà. Et donc c'est cette espèce de capacité à jongler qui nous permet à la fois d'être rationnel quand c'est nécessaire, mais à la fois de pas réfléchir à tourner autour du puits quand on fait nos lacets, parce que sinon à 11h on serait dans le coma. Donc c'est ces deux systèmes-là. Et bien sûr que toutes les pensées magiques, quelles qu'elles soient, vous êtes parti de la superstition de la coccinelle, toutes les formes de pensées magiques sont dans le système 1. Mais il se trouve que parfois ça marche. Parce qu'il y a plus de malentendants au-dessus de 80 ans qu'en dessous de 30. Voilà. Donc votre système 1, il fait un pari statistique qui est pas totalement idiot. Il se dit, je le connais pas, il est vieux, tente le coup, parle fort. Bon. Et puis si vous tombez sur quelqu'un de malentendant, merci votre stéréotype, parce que ça vous a permis de vous adapter à quelqu'un que vous ne connaissiez pas, en ayant le bon comportement. Parce que si vous n'aviez pas eu de stéréotype, il aurait fallu poser 3 fois la question. Donc vous perdiez du temps et de l'énergie, alors que là, vous avez eu un comportement adapté. Donc c'est pas facile du coup de savoir quel comportement est du coup recommandé. C'est se prendre la critique de la personne en face ou gagner du temps. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut réserver son système 1, son système 2 à des moments où il y a un enjeu d'exactitude important. Alors si on en revient au monde de l'entreprise, quels seraient les exemples où on a naturellement ce côté intuitif qui va venir naturellement, ou le côté très exactitude quand on doit valider des budgets? De toute façon, si vous mettez pas des procédures en place, mentales ou même organisationnelles, c'est toujours votre système 1 qui va agir. De toute façon. Bon. Donc ça peut être un discours, ça peut être l'animation d'une réunion, ça peut être faire une blague, on se rend pas compte et puis paf, la blague sort. Ça peut être un regard, ça peut être un comportement qui va, un regard qui s'égare dans un corsage, c'est du sexisme ordinaire. Aujourd'hui, c'est vraiment un acte de sexisme perçu et condamné comme tel. Ça ne l'était pas il y a ne serait-ce que 5 ans, ça l'est aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je ne suis pas dans une espèce de recherche de contrôle et d'exactitude, c'est de toute façon mon système qui va me guider. Bon. Donc, puisque de toute façon, je ne peux pas être en système 2 tout le temps, pour des raisons mentales et pour des raisons de bien-être, il faut que je réserve mon stock de système 2 à des moments qui valent le coup. Donc, je mette des pare-feux en place quand je mesure qu'il y a un enjeu d'exactitude à ma décision. Entretien d'embauche, évaluation annuelle, attribution d'un bonus, animation d'une réunion. Voilà, il y a des moments où il faut pas se gourer. Et peut-être que dans le marketing, pour en revenir à un sujet dont on a un peu parlé tout à l'heure, moi j'ai mon disque dur qui est gavé de pubs sexistes. Je pense que dans 80% des cas, il n'y a pas de volonté de nuire. Quand vous êtes BMW et que vous faites une pub de bagnole parce que vous voulez vendre à un homme hétérosexuel de 50 ans, membre d'un CODIR, oui, bien sûr que vous faites un objet phallique et que vous faites une pub où les femmes sont lascives devant la voiture qui circule dans une ville froide. Oui, mais vous assumez. Vous assumez parce que vous savez que c'est à ces gens-là que vous voulez vendre. Mais c'est un cas particulier. Tout le monde ne peut pas s'acheter une bagnole à 60 000 euros. Par contre, quand vous vendez des biscottes ou toutes sortes de choses, je pense que dans 80% des cas, il n'y a pas d'intention derrière. Il y a juste un système 1 qui, on fait une pub, tiens, qui on met en scène dans la pub, il y a quelqu'un qui fait la vaisselle dans la pub. Bon, voilà, vous mettez la femme qui fait la vaisselle. Alors c'est en train de changer, là. Un peu. Ouais, je suis d'accord. Sur la lessive, sur d'autres... Je suis d'accord. éléments, et aussi en lien avec
l'attention portée aux transformations, aux nouveaux récits, si on peut dire ça comme ça, sur la partie transformation énergétique ou attention portée à la planète. Si on reprend l'exemple de la voiture, alors je prends pas BM mais Renault, qui fait en sorte que la voiture reste maintenant dans le garage et que en fait on vient juste récupérer le parapluie parce qu'il pleut dehors pour aller au bureau. Il y a quelques comportements comme ça qui commencent à changer. C'est en train de changer sur les zones qui sont les plus faciles à identifier. Mais par exemple, il y a un truc que je trouve super intéressant dans les pubs de prévention routière. Toutes les pubs où vous faites, vous savez, il y a un enfant qui traverse la rue puis la voiture elle s'arrête, c'est toujours une petite fille, toujours. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Mais parce que inconsciemment, pour le marketeur, c'est plus fragile une petite fille. Et donc le message est plus impactant parce que je pense que pour de vrai, vous êtes plus sensible si la voiture percute une petite fille qu'un petit garçon. Parce que dans l'archaïsme le plus profond du stéréotype, le petit garçon est plus solide. Et oui, ça va très loin. Donc là, pour moi, on est sur un truc totalement inconscient. Mamie, non, quand même. Ouais, peut-être, ouais. On est sur un truc totalement inconscient. Et moi, on essaye, en tout cas, avec nos clients, de dire, à un moment donné, il faut que vos marketeurs, ils aient un moment de débat avec des gens experts, soit externes, des gens comme nous on fait beaucoup d'accompagnement sur la communication inclusive, mais soit avec les gens experts en interne. De dire, je vais lancer une pub, vous imaginez pas les catastrophes parfois, parce que il n'y a pas eu de consultation, on est allé vite, on n'a pas fait gaffe. C'est là où ça devient derrière un bad buzz. Oui, bien sûr, évidemment. Ça part ultra vite sur les réseaux sociaux. Et on en a des dizaines. Il y a une hypersensibilité maintenant là-dessus, oui. Effectivement. Oui, puis toute classe, enfin tout groupe peut être sensible, que ce soit des associations qui vont et oui, il faut faire et en attention. même temps, voilà, exactement. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Vérifier. On a besoin de cet aspect-là. Ouais, ça c'est clair. Et alors, justement, on parlait un peu tout à l'heure, de montrer par les faits, d'être dans un axe de preuve quand on est en interne et qu'on communique, ne serait-ce que déjà sur ses valeurs. Enfin, si on intègre ces notions de diversité où on dit chez nous, on est attentif à la diversité lors du recrutement, par exemple. On est attentif à l'inclusion au sein de nos collaborateurs, peu importe les groupes, on est attentif à avoir le même discours pour tous. Parce que c'est un peu ça. Après, vous avez peut-être une autre définition de l'inclusion ou de la diversité. La diversité, c'est une photographie statique du degré de différence entre les membres d'un système. Voilà. C'est-à-dire que c'est en gros, je prends mes salariés et je mesure le degré d'écart entre eux, de différence entre eux, et ça, je vais appeler ça la diversité. Donc en lien avec le critère socio-démographique. Oui, après, il y a ce qu'on appelle la diversité cognitive, mais pas grand monde s'y intéresse encore pour l'instant. Un petit peu, mais pas trop. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Il y a 4 critères qu'on a le droit de compter dans un SIRH. L'âge, le genre, le handicap et la nationalité. Voilà. Toutes les autres critères de diversité sont soit invisibles, soit non comptabilisables légalement. L'inclusion, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de dynamique avec cette matière? Voilà, j'ai de la matière, j'ai des gens qui sont différents, j'ai plein d'âges différents, j'ai un équilibre homme-femme, ok, super, j'ai mon taux de personnes en situation de handicap. Comment je crée les conditions pour que ces diversités fabriquent quelque chose qui est plus que la somme de leurs talents individuels? C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Bon, et ça se manage, ça se pilote. Et pour que ça se pilote, il faut enclencher tous les acteurs, il faut enclencher des actions qui soient très consonante entre les différents acteurs et qui soit aligné sur les valeurs. Donc il faut que ce soit incarné. Voilà. Sinon ça fonctionne pas parce que vous êtes sur un sujet qui est polémique et ça ne fonctionne pas. C'est quoi derrière? C'est aussi de mettre en exergue des communications, que ce soit vidéo, affiches, kakémono, qui mettent en avant ces éléments-là avec des preuves qui fassent parler ou prendre la parole de certains collaborateurs. Mais est-ce que, à l'inverse, on va pas devenir trop inclusif et donner la parole à trop de petits groupes En fait, on n'est jamais trop inclusif. On peut basculer de l'autre côté, éventuellement. On peut faire de la discrimination à l'envers et faire une espèce de Benetton version 2024, c'est-à-dire en faire plus que nécessaire pour arriver à cet équilibre. Alors, moi j'ai 2 réponses là-dessus. La première est de vous dire, je préfère cet Excel-là que l'inverse.
Je préfère qu'on aille un peu dans la caricature, de mettre un peu toutes les couleurs sur une affiche, plutôt que d'avoir que de l'homme blanc hétérosexuel. Même si c'est caricatural, je préfère quand même ça, et ça envoie un autre message. La deuxième réponse, encore une fois, c'est oui, ça n'a de sens, et ça n'est perçu positivement que si c'est pas de la flûte. Mais si vous avez un discours, une communication qui met en avant ça, alors que tout le monde sait que y a du harcèlement et il y a une inéquité de traitement et que dans le codir il n'y a pas une femme, bah vous pouvez faire toutes les coms que vous voulez, ça marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Et aujourd'hui, on a affaire à des jeunes gens, pas que, mais en tout cas, si on prend ceux qui cherchent du travail, notamment sur les diplômés, toutes les études montrent que ça devient un sujet très important d'attractivité des talents. Donc, si je fais de la com uniquement, ça ne fonctionne pas. On est d'accord. Et alors, quand on entend ça, forcément, je me dis, en tant que manager ou en tant que dirigeante de boîte, quels pourraient être les conseils ? Tout à l'heure, il faut faire en sorte que tout le monde prenne conscience de ces stéréotypes, peu importe dans quel groupe, peu importe dans quel département ou service de l'entreprise. Du coup, quels sont les points, les axes, comment on peut faire changer les lignes ? Alors, il y a deux façons de travailler sur les stéréotypes. Il y a le long terme, et ça c'est de l'évolution sociétale, et c'est comment la société, sur le long terme, peut changer le contenu des stéréotypes. D'accord ? Entre La Cage aux folles et Brokeback Mountain, il y a 40 ans, et on voit ce qui s'est passé en 40 ans sur l'image de l'homosexualité au cinéma. Et on voit bien que ça va avec le mariage pour tous, que ça va d'abord avec le Pacs, que ça va avec des stars qui ont fait leur coming out et qui ont banalisé totalement le sujet. Mais combien d'années il faut pour changer un stéréotype, d'accord ? On fonctionne en décennies. L'autre façon d'agir, et ça faut le faire malgré tout, d'accord ? Et l'entreprise est un système dans un écosystème plus large. Si la société devient moins homophobe, l'entreprise elle l'est moins aussi. Bien. Ça c'est le long terme. Mais on peut pas travailler que sur le long terme, et à un moment donné, mon métier, je me définis comme un accélérateur de particules, en fait. Moi, mon métier est de me dire, OK, le sens de l'histoire, c'est ça. Comment je peux accompagner les boîtes pour que ça aille un peu plus vite localement? Et là, on fonctionne sur le court terme. Et sur le court terme, il faut pas travailler sur le contenu des stéréotypes, il faut travailler sur leur utilisation. C'est-à-dire qu'il faut pas dire aux gens, vous êtes des méchants si vous pensez que les femmes manquent de charisme. Il faut leur dire, la société a mis dans votre cerveau que les femmes manquent de charisme et vous y êtes pour rien. En revanche, on dédramatise comme ça. On dédramatise, mais surtout, on ne culpabilise pas sur le fait qu'on a des stéréotypes. D'accord ? Et moi, je dis même aux gens en formation, j'étais encore ce matin, je leur ai dit, non seulement vous n'êtes pas coupables, mais vous êtes des victimes. Parce qu'aujourd'hui, on mesure des biais de genre dans le cerveau d'enfants de 10 mois. D'accord ? Bon. Donc, vous êtes des victimes de ce que la société a mis dans votre cerveau. Bien. Donc, au lieu de les culpabiliser, parce que la culpabilité, ça pousse au déni. Si vous dites à quelqu'un t'es raciste, il dit bah non, mon meilleur ami est noir, tu peux pas me dire ça. Bon. Donc ça veut dire que la culpabilisation pousse au déni. Donc faut pas faire ça. Il faut déculpabiliser, dire ok, vous avez un cerveau automatique qui est persuadé que passé 50 ans, on n'est plus quelqu'un de digital et qu'il faut pas recruter les quinquas. Bon, c'est comme ça. La société vous dit ça jour-nuit. Ou l'agisme avec les femmes. Exactement. À partir de. Oui, la double peine des ouais. femmes, voilà, absolument. Donc, on va pas travailler sur le contenu, on va travailler sur l'usage. Donc, vous allez faire l'inverse. Vous allez identifier vos stéréotypes. Entre vous et vous, dans votre bagnole, vous allez vous dire, voilà les gens que j'aime pas. Je suis pas très fier de moi, hein, mais eux, je les aime pas, vraiment. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ce boulot d'identification, il y a des tests qui permettent de vous aider à le faire, et puis vous avez des amis, il y a des gens qui peuvent vous aider aussi à identifier vos zones de risque. Vous allez mettre des pare-feux en place dans une situation donnée. Ça va pas changer ce que vous pensez des Allemands, mais ça va vous aider, si vous avez un Allemand en entretien d'embauche pour un poste de DIRCOM, de ne pas utiliser un stéréotype pour vous dire « oulala, c'est un Allemand, c'est mal barré ». Et là, la psychosociale a produit depuis 50 ans un savoir expérimental, éprouvé, qui a identifié des zones de risque. Donc on sait par exemple que la fatigue est une zone de risque. On le sait intuitivement, mais on a démontré que plus on est fatigué, plus on fait des erreurs. La charge mentale est une zone de risque. La démotivation au travail est une zone de risque. Les émotions sont les ennemis de la rationalité. Donc moi, je travaille pas sur le contenu des stéréotypes. Si quelqu'un en formation me dit, mais attendez, quand même, dans ce pays, ils sont comme ça, je dis, très bien. De toute façon, c'est pas parce que je vous dis le contraire que je vais vous convaincre, d'accord? Mais peut-être qu'il faut vous poser la question autrement. Est-ce que tous les Suédois sont blonds?
Non, mais quand même, il y a plus de blonds en Suède qu'au Portugal. Oui. Mais est-ce que tous les Suédois sont blonds? Non. Bon. Donc ça veut dire que, oui, vous posez le sujet autrement. Bien sûr que majoritairement les Suédois sont blonds, mais on s'en fout. On s'en fout en vrai. Si vous me dites les Chinois sont introvertis, je veux dire ok, très bien. Ils sont plus introvertis qu'en Argentine, oui. Je peux passer un test de personnalité, oui. Mais vous recrutez quelqu'un. Est-ce que vous allez avoir 1,4 milliard de gens dans votre bureau? Et en fait, on se pose jamais la question, mais ça nous arrive jamais d'évaluer la totalité des membres d'un groupe. Jamais on vous demande ça. De façon opérationnelle, je veux dire. Vous n'avez jamais à faire ça. Vous devez évaluer une personne, un groupe de 3, de 6, bon. Mais c'est tout. Mais ça n'est jamais la totalité des membres d'un groupe. Donc, moi, quand je recrute, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que lui est introverti ou pas? Et même s'il y a plus d'introvertis chez les Chinois que chez les Argentins, on s'en fout en vrai. Parce que c'est cette personne-là qui m'intéresse. Donc moi, mon axe de travail avec les entreprises, ou en tout cas avec les gens que je forme, que ce soit des recruteurs, des managers, des gestionnaires de carrière ou des communicants, c'est pas du tout de leur démontrer que leur stéréotype est faux. C'est de leur dire, votre stéréotype n'est pas opérationnel sur tout le monde. Parce que personne ne peut être identique au sein d'un groupe. Ça n'existe pas en vrai. Alors moi, ce que je faisais en recrutement, au-delà de la partie compétences, c'était plutôt de me dire, la personne que j'ai en face, peu importe d'où elle venait ou son âge ou autre, c'était est-ce que j'arrive à me projeter avec elle en réunion dans l'open space? Est-ce que je vais passer un bon moment? Est-ce qu'il va y avoir un côté smile, optimiste? Est-ce que dans l'esprit un peu bien-être, est-ce que je vais me faire du bien avec mon équipe, avec cette nouvelle personne? Et effectivement, des fois, avec un CV ou une personne qui était peut-être un peu plus compétente, eh bien j'ai choisi celle qui était un peu moins compétente, mais avec la volonté de bien faire, d'apprendre, d'être curieux. Parce qu'en marketing, on a besoin de cette curiosité. Et en même temps, cet esprit positif, où je savais qu'on allait passer des bons moments, ou quand j'allais faire un entretien annuel ou autre avec cette personne, voilà, ça se passerait bien. Mais parce que c'est une compétence, en vrai. Un soft skill. Bah oui. À partir du moment où vous dites, c'est intéressant, vous dites, je préfère ça plutôt qu'à une compétence. Tout à fait. Oui, vous valorisiez cette compétence-là autant qu'une compétence opérationnelle. Mais c'est une compétence. Après, la question, c'est de savoir, attention, est-ce que cette compétence-là, elle est utile dans tous les métiers? C'est ça le sujet. Parce que évidemment, dire je veux quelqu'un de sympa, d'ouvert et de sociable. Bon, si je c'était utile pour moi en market et en com. Oui, voilà. Mais il y a des métiers sur lesquels on s'en fout. C'est possible. Bah oui. Mais vous voyez, c'est comme l'orthographe. C'est très drôle en France. On est obsédé par l'orthographe. Le gars qui fait une faute de participe passé dans sa lettre de motif, bing, il dégage. Est-ce qu'il aura à écrire dans son métier? Est-ce qu'on a besoin pour de vrai de cette compétence-là? Non, pas forcément. Alors pour moi, pour le coup, ça c'était hyper important dans le CV. Alors la lettre de motivation, on en fait de moins en moins. Mais sur le CV, si je voyais une faute, là c'était mort. Mais ça dépend des métiers, pour moi. Oui, mais là, non, mais d'accord. Comme on a besoin de rédiger, on a besoin d'échanger, etc. Ça, c'était... Donc vous qualifiez bien une caractéristique par rapport à une compétence nécessaire. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire il faut sortir une compétence dans l'absolu. C'est quelle est sa compétence par rapport au poste. Moi je m'en fous si je recrute une personne qui a pas besoin d'écrire, qu'elle soit pas bonne en orthographe. Et de la même façon, là, si j'entends ou si je rebondis sur le côté en tant que manager, on ne doit pas prendre trop de décisions dans la journée. Enfin, en tant que manager ou peu importe, mais si je me mets à la place d'un manager qui peut nous écouter, ce qui sous-entend, si je suis dans la phase des entretiens annuels avec 5, 6 ou 10 collaborateurs, il faut pas que je les fasse tous dans la même journée ou pas. Sûrement pas. Voilà. Mais en tout cas, pas le soir. Parce que ça, moi, c'est une erreur très classique. Parce qu'on est déjà la tête ailleurs. On fait l'entretien annuel à 18h. Bah, c'est pas alors on peut, enfin d'abord on peut avoir la tête ailleurs, ce qu'on appelle la surcharge mentale, mais simplement, vous avez dans votre cerveau, il reste 20% de batterie comme dans votre iPhone, quoi. Et en fait, votre cerveau, il faut comprendre que le cerveau est paresseux. C'est un organe très paresseux, d'accord? Les psychologues disent le cerveau est un avare cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, il est tout le temps dans un calcul coût-bénéfice.
Parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il vous reste assez de batterie quand vous allez rentrer chez vous à 23h pour vous souvenir de votre code. Parce que sinon, vous dormez sur le trottoir. Non mais, je blague embêtant, pas, ça. c'est vraiment ça. Et on fait ça avec nos téléphones. Quand vous êtes à 10% de batterie, vous appelez pas un pote pour dire j'appelle pour prendre de tes nouvelles. Vous allez au plus efficace. Bah, votre cerveau, il fait la même. Enfin, c'est même dans l'autre sens, hein. C'est le téléphone qui fait comme votre cerveau. Donc lui, votre cerveau, plus la journée avance, plus il se dit, ouh là là, il me reste plus grand chose. On va garder des réserves. Et donc, il va vous pousser à utiliser. Plus vous êtes fatigué, plus la journée avance, plus il vous pousse à utiliser des raccourcis de pensée. Et là, du coup, ça me fait complètement penser, enfin, c'est peut-être un autre stéréotype, mais en France, on a tendance à vouloir travailler trop tard ou montrer par de la présence qu'on est là jusqu'à 19h, 19h30, 20h ou plus dans certaines boîtes. Au final, c'est complètement une aberration d'un point de vue cerveau et charge mentale et prise de décision. Totalement. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit en formation un jour, j'ai honte, mais moi, j'ai l'impression d'avoir fini mes journées à 17. Et j'ose pas partir. Donc il dit, en fait, je glande dans mon bureau de 14 à 16. Je ferme la porte, je fais mon Facebook, alors c'était il y a quelques années, je fais mon Facebook, je fais mes commandes, je fais mes trucs privés, et je me remets à bosser de 16 à 19. Mais c'est du délire. Je dis, mais, et le gars me dit, alors c'est un peu dommage parce que j'ai mes enfants à la maison, quoi. On est complètement fou, quoi. Et le gars fermait sa porte quand il glandait, et puis quand il voulait montrer qu'il était encore là, il rouvrait sa porte pour bosser, pour dire, hey. Donc on a cette obsession du présentéisme en France, qui est le modèle du petit patron, premier arrivé, dernier parti, quoi. Oui, bien sûr. Bon, on le sait. Mais oui, bien sûr, ça n'a pas de sens. Mais comme à l'école, hein, il faut mettre les matières difficiles le matin. Il y a plein de pays où ils arrêtent de faire cours à 14h ou à 15h. Oui, il y a en tout cas beaucoup plus de sport ou d'autres matières bien sûr. Qui sont apprises, et pas forcément que des matières intellectuelles, hein, d'autres matières pratiques. Je suis pas sûr qu'ils soient très très en retard par rapport au niveau scolaire en France. Oui, ou en tout cas, ça nous permettrait une ouverture d'esprit aussi plus large par rapport à certains métiers, par rapport à des secteurs d'activité. Il faut apprendre comment fonctionne notre cerveau et il faut apprendre notre biorhythme. Donc ça, il faudrait l'apprendre des tout petits. Ah, bien sûr, c'est ce que Cyrulnik essaye de démontrer depuis quelques années. Il dit faut arrêter d'apprendre aux enfants. Faut juste leur apprendre à apprendre. Mais c'est juste, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de leur faire mémoriser des noms, des listes et des machins. C'est commencer par leur apprendre à penser. Vous allez construire un squelette dans leur cerveau et après les cases, on va les remplir. On n'est pas pressé. La culture, on n'est pas pressé. On va remplir après avec la culture. Apprenez-leur d'abord à penser. Parce que sinon, là, on fait l'inverse. Alors ça va mieux, hein. La génération de mes parents, ma mère, elle me disait qu'il fallait apprendre par cœur tous les départements avec les numéros. Bon. Ça va mieux. Mais enfin, on a de la marge encore. Ça, c'est certain. Alors, si je me prends une dernière question concernant notre mode de consommer, donc à destination des consommateurs, quels seraient les conseils à donner aux communicants pour faire en sorte que, en tant que consommateur, on ait une démarche plus responsable? Plus responsable, vous voulez dire sur quel plan? Plus responsable par rapport. Alors, il y a le côté éthique, intégrer forcément l'axe de l'inclusion davantage, et puis plus responsable, alors qui sort un peu du cadre de votre expertise, mais dans un esprit de développement durable et d'attention portée à la planète. Alors, c'est compliqué comme question, mais en tout cas, en ce qui concerne l'inclusion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est réussir cette prouesse de dire un produit, on veut le vendre au grand nombre, en très grand nombre. Pas forcément sur toutes les marques. Le problème, c'est qu'à partir du moment où beaucoup de gens l'ont acheté, ils perdent de son intérêt. C'est le principe du marketing, ça descend en bas de la pyramide et puis il faut attendre 20 ans pour que ça remonte. Bon. Donc comment je trouve cet équilibre et effectivement, la communication inclusive, c'est acheter tout son produit, mais cultiver l'illusion que vous êtes seul à l'acheter. Je prends toujours l'exemple de la Twingo, parce que la Twingo, c'est un cas d'école en marketing. Quand en 1991, Renault produit cette bagnole, à l'époque, toutes les voitures sont très chères à produire et toutes les voitures ont 14 000 options, ce qui fait que vous les attendez pendant des mois et des mois. Et Renault dit on va faire une voiture sans options, minimaliste, qui va coûter très peu cher, coût de production réduit, délai de production très, très réduit. Et quand ils vont voir les marketeurs, ils disent mais comment tu veux que je parle d'une voiture? Tout le monde aura la même. Donc les réponses, c'est deux choses. Un, on la sort dans des couleurs flashy. Pour ceux qui ont connu, moi j'ai 55 ans, donc j'ai connu, mais le bleu ciel, le jaune citron, le orange, le rouge pompier, etc. Bon. Deuxième axe marketing, le slogan.
À vous d'inventer la vie qui va avec. Personne n'a inventé de slogan plus génial que ça. À vous d'inventer la vie qui va avec. Vous allez acheter tous la même bagnole, mais en fait, vous aurez chacun la vôtre parce que c'est vous qui allez inventer la vie qui va avec. On est sur un modèle de communication inclusive et cette voiture a été, au-delà du fait qu'elle était pas chère, c'est hyper intéressant. Elle a été achetée par toutes les catégories socio-professionnelles, y compris dans le couple un peu friqué comme deuxième bagnole. Bon. Pour moi, c'est ça la clé de la communication inclusive. Et l'aspect éthique aussi, c'est de ne pas discriminer, c'est-à-dire de ne pas envoyer un message implicite qui consiste à dire « ce produit n'est pas pour toi ». Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que quand vous faites une communication hyper stéréotypée sur l'usager, en fait, vous dites « si tu n'es pas comme ça, ce produit n'est pas pour toi ». Et là, on est potentiellement dans quelque chose qui est non seulement qui est discriminatoire pour le consommateur, mais c'est se tirer une balle dans le pied quand on est celui qui propose. Après, oui, et on se limite aussi des groupes d'audience qui auraient pu être pertinents et amener un business supplémentaire. Exactement. Après, pour l'aspect plus développement durable, le vrai souci pour moi aujourd'hui, mais je vous donne ma pensée plus généraliste parce que j'ai pas de réponse concrète sur le produit en lui-même. Le problème du développement durable aujourd'hui, c'est qu'on est au summum de tous les biais qu'on peut imaginer en termes de déresponsabilisation. Voilà. Si on veut faire changer des comportements, vous le disiez tout à l'heure, la première règle, c'est de donner un message proactif et non pas défensif. C'est-à-dire la base, c'est de dire si vous arrêtez de fumer, vous allez être heureux, plutôt que de dire si vous fumez, vous allez mourir. Bon, c'est la base. Ensuite, il faut qu'il y ait le sentiment d'un impact. Une conséquence positive de l'acte. Donc je vais dire, vous allez retrouver du souffle, etc. Au même titre que un budget supplémentaire pour des vacances. Voilà. En Suède, ils ont une idée, une simplicité, mais génialissime. C'est-à-dire que quand vous faites un don de sang, à chaque fois que votre sang est utilisé, vous recevez un texto. C'est-à-dire que vous recevez un texto. Ah oui, carrément. Hier, votre sang a été utilisé pour monsieur. Alors on met pas le nom, pour un monsieur dans le cadre d'une maladie qui est X. Mais le gars, vous imaginez l'impact. C'est-à-dire que et ça donne du sens, là, mais à puissance. Et du coup, j'y retourne. X. Plutôt que de donner mon sang. Alors, je le fais, mais je me dis, après, je sais pas ce que ça va donner. Donc, il faut qu'il y ait la perception d'un impact. C'est ce que les psychologues appelaient l'unicité de l'acte. Un acte est unique quand je fais un lien très fort entre l'acte et la conséquence de l'acte. Si je vous mets une gifle maintenant, vous allez sentir une unicité forte. D'accord ? Par contre, si je fais un plan social en souterrain et que je choisis qui est licencié, je peux rentrer chez moi, je suis un peu déresponsabilisé parce que la personne, je la connais pas et je n'aurai jamais de ses nouvelles et l'entreprise va faire en sorte qu'on soit jamais en contact. C'est juste une ligne voilà. Donc dans un tableau. Là, il n'est pas unique. Okay, quel est le problème avec le développement durable aujourd'hui? C'est qu'on demande aux gens de faire des gestes individuels pour un impact qui est divisé par 8 milliards. On vous dit, voilà, vous faites un truc, là, aujourd'hui, vous allez trier vos piles, mais vous êtes 8 milliardième responsable de ce qui va se passer à l'échelle de la planète. Premier biais. Le deuxième biais, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous changez votre comportement, il y aura un impact dans 100 ans. Je caricature. Ou plus près. Ouais. Ou moins, mais en tout cas, c'est pas là demain. D'accord? Et alors, le troisième biais, le pire, c'est que maintenant, on peut même plus dire aux gens, si vous changez de comportement, vous avez sauvé la planète. Maintenant, on est obligé de leur dire, changez votre comportement, elle va mourir moins vite. Ouais, ça sera moins pire. Vous imaginez le nombre de filtres qu'il peut y avoir entre mon acte et la conséquence de mon acte. Derrière, il faut être vraiment super motivé pour avoir envie de bouger les choses. Ah bah oui, et puis oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas espérer un retour sur investissement. Quoi. Ou le côté cerveau du système 1 va dire, ça me procure pas de bien-être, donc je ne fais rien. Alors, il y a évidemment ça, mais c'est surtout que personne ne sera reconnaissant de votre effort individuel, puisque votre effort individuel est dilué. Déjà qu'on va pas voter à une élection municipale dans une ville de 30 000 habitants, parce qu'on se dit, de toute façon, c'est pas moi, même si je n'ai pas d'autres raisons. Imaginez sur 8 milliards. Bon. Donc pour moi, la réponse, je l'ai pas, mais c'est ces 3 biais qu'il faut contourner si on veut faire changer les comportements. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire un message où votre acte a un impact immédiat, ou quasiment, un impact individuel et un impact reconnu, et positif. Eh ben, bon courage.
Ben on va bosser là-dessus, ou les communicants, marketeurs qui nous écoutent vont bosser là-dessus et réfléchir à leur business model et de savoir comment les produits, les services qu'ils proposent peuvent agir sur ces biais-là. Donc ça, c'est plutôt une... Il y a des trucs qui marchent quand vous mettez un panneau solaire sur votre toit et que vous avez une réduction sur votre note d'électricité, ça vous motive. Oui, alors après, ça a un certain coût d'installation, donc on n'est pas sur de l'immédiateté Mais quand de même, suite, mais si ça marche, on peut le mesurer au niveau individuel. ah là, et vous voyez bien que ça marche. C'est ça. Enfin, ça marche. Par rapport à trier ses piles, ça marche. Ouais, on a un effet plus précis. Alors j'ai deux des livres, deux des 4 livres là sous mes yeux. Est-ce qu'il y en a un qui est en cours d'écriture? Alors, il y a plusieurs projets, pour être tout à fait honnête. Il y a rien de très très concret parce je suis un peu sur un ovni en ce moment. C'est-à-dire que j'ai un projet avec un dessinateur de publier un livre qui raconte un siècle d'égalité en France. Donc de partir de 1925 et d'arriver à 2025 et de raconter ça par un espèce de storytelling en mode fait divers. Pas fait divers, mais en gros, l'idée c'est de faire des sauts de puce, d'événement en événement sur 100 ans, qui seraient illustrés soit par du texte, soit par des dessins. Mais pour l'instant, j'ai pas d'éditeur qui ose y aller. Donc là, c'est un appel aux éditeurs qui pourraient... En tout cas, je sais pas, mais en tout cas, c'est un objet hybride, en fait, parce que les maisons d'édition avec lesquelles je bosse très classiquement, ça leur fait peur parce que c'est de la quadrichromie et voilà. Et en même temps, les éditeurs de BD ou de romans illustrés, ils s'y retrouvent pas non plus parce que c'est pas non plus exactement dans leur corde. Voilà, donc, mais on va trouver. Bon, en tout cas, c'est une bonne idée parce que ça a quand même beaucoup bougé. Et puis j'espère que ça bougera encore davantage. C'est bien pour ça qu'on œuvre. Sur ces prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'aurait pas abordés avant que je démarre ma séquence? Non, moi j'avais pas de cahier des charges de choses à dire, donc forcément tout va bien. Ouais, pas de souci. Ça marche. Alors, on va passer à la séquence des questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Ma première question qui est en lien avec le nom de mon podcast, qui s'appelle Marqueur, qui aborde donc le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Et en même temps, parce que quand on fait les choses avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Ça vous inspire quoi? Je sais pas quoi vous répondre, parce que je suis assez dissonant entre ce que je peux lire ou ce que je peux voir et ce que je ressens. Okay. Et en plus, c'est pas mon registre du tout, d'un point de vue personnel. Moi, j'ai été formaté comme un scientifique, même si c'est des sciences molles, ce que j'ai fait, mais j'ai été formaté comme un scientifique qui fonctionne que par la preuve, par les chiffres. Voilà. Donc je suis pas quelqu'un qui fonctionne. Je sais qu'il y a des gens qui font de la formation sur mes sujets qui fonctionnent beaucoup plus à l'émotion, qui font vivre une émotion aux participants et d'un seul coup prise de conscience, etc. Non, c'est pas tellement ma façon de fonctionner. Et comme j'y crois pas trop, je sais pas faire. J'y crois pas trop, mais du coup comme j'y crois pas trop, je sais pas faire. Mais je dois avouer que oui, bien sûr que les émotions sont des leviers, les valeurs, l'engagement. Sont des leviers de changement, probablement. Mais c'est pas mon registre. Ok, j'entends. Je prends. À tout hasard, est-ce qu'il y aurait vous n'êtes pas obligé de répondre, est-ce qu'il y aurait un éco-geste pro que vous faites là au sein d'Alternego, vous aimeriez partager? L'éco-geste pro, peut-être que je fais le plus, c'est de mieux réfléchir au déplacement. Mais en même temps, le Covid nous a aussi confrontés à ça et nous a quasiment obligés à le faire. Mais bon, c'est pas bien. Il y a 10 ans, je travaillais avec une très grande entreprise européenne à Toulouse et j'allais quasiment toutes les semaines en avion à Toulouse. Bon, c'est évidemment un truc qu'on ferait plus et je pense que je le ferais plus quand bien même le client le demanderait. Là, j'ai un client qui m'a demandé un rendez-vous avec son DG pour caler un programme dans une ville assez loin de Paris. Il me mettait vraiment la pression parce que vous comprenez, c'est le DG, donc faut se déplacer. J'ai réussi à le convaincre. Je dis non, ça n'a pas de sens. Je vais passer une demi-heure avec lui. Je vais pas faire 6 heures de train. Bon, c'est en train, donc c'est pas le truc le plus polluant, mais malgré tout. Mais c'est du temps. Voilà, donc c'est du temps et puis malgré tout. Enfin, c'est quand même de l'énergie dépensée, quelle qu'elle soit, parce qu'il faut prendre un taxi à un moment donné, parce que voilà, bon. Donc voilà, peut-être que je suis pas un modèle du genre, pour être tout à fait honnête, mais oui, on fait beaucoup plus attention aux déplacements. Ok. Ok, déjà une grosse partie des points d'action sur lesquels il faut être sensible. Et alors, quel serait l'invité que je pourrais convier à un futur épisode ?
Sur quel sujet? Alors, évidemment, moi, mes sujets tournent autour du marketing, de la communication, du numérique, plus responsable, plus largement de la RSE. Et du coup, dans la RSE, on a multiples thématiques. C'est une bonne question. J'ai pas vraiment réfléchi à qui est-ce qui aujourd'hui que je trouve inspirant sur tous ces sujets. Je sais pas, je vous dirai. Ok. Ça. Non, j'ai pas d'idée qui me vient maintenant là sur ces sujets. Non, j'ai rien qui me vient spontanément, donc je vais pas aller chercher une personne simplement parce que je me rappelle de son nom. Pas de souci. Super. En tout cas, merci beaucoup pour nos échanges. J'espère que les auditeurs auront apprécié et prendront davantage conscience maintenant de leur cerveau qui peut leur faire des tours sur cette partie de stéréotypes, que ce soit en entreprise ou quand on prépare en tant que marketeur communicant des communications auprès des consommateurs, que ce soit B2B ou B2C, des clients, et de réfléchir à 2 fois ou 3 fois ou 6 fois, je ne sais pas. Un peu comme quand on disait avant, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ben là, peut-être aussi de réfléchir avant d'évoquer quelque chose pour s'assurer qu'on ne soit pas discriminant. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous pour ce temps. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.